Le camp groupe et Haïti, domination et menaces de sécurité. Il y a des signes qui ne trompent pas. Les Haïtiens ne sont pas idiots. Ils sont capables de faire la différence entre l'empathie des étrangers et l'arrogance des puissants. Ils ont en mémoire la réunion d'un groupe de pays appelé entre guillemets pays amis d'Haïti. C'était à Montréal le 25 janvier 2010. Les États-Unis, la France, le Brésil, les Nations Unies et l'Organisation des États américains se sont tous empressés de promettre monts et merveilles à Haïti mis à genoux par un violent séisme. Aperçu, leur engagement n'a eu de valeur que pour les dirigeants naïfs, hormis le Premier ministre de l'époque, Jean-Max Bellerive, qui ne confondit pas l'empathie bon marché des puissants avec leur quête de domination. Bellerive a préféré lancer un appel aux émigrés, je cite, « Aujourd'hui, la seule ressource qui peut être mobilisée rapidement, c'est la diaspora. Je n'ai pas, moi, comme chef de gouvernement d'Haïti, d'autre alternative. On a besoin de vous. » Fin de citation. Depuis, la dénomination farfelue et floue des pays amis d'Haïti, entre guillemets, s'est volée en éclats pour laisser la place au corps groupe. C'est une excroissance de la domination des puissants qui, par intérêt et par affinité, décident d'assurer la prise en charge d'Haïti. En dehors de tout texte normatif qui l'autorise à insérer Haïti dans un ordre de servitude, le corps groupe ordonne, plastronne, étonne, cogne, sanctionne, sermonne. Son bilan depuis quelques années illustre la conception du poids des États-Unis qui ne jure depuis George Bush fils que par l'unilatéralisme triomphant. Theodore Roosevelt proposait l'unilatéralisme réaliste, Woodrow Wilson le multilatéralisme libéral, George Bush l'unilatéralisme libéral, qui est une rupture dès l'invasion de l'Irak par George Bush fils. Dario Battistella, professeur de relations internationales, souligne que c'est une attitude inspirée par Hobbes de vouloir prétendre régenter le monde seul. Les États-Unis sont guidés par la satisfaction de l'intérêt national, défini en termes égoïstes, et que dans le domaine particulier de la recherche de la sécurité, les États sont incités à ne compter que sur leurs propres moyens à cause de la structure anarchique du milieu international, doublée de sa nature violente. L'anarchie internationale, tout d'abord, est synonyme d'état de guerre. Jamais un État ne peut exclure l'hypothèse qu'un autre État prenne les armes contre lui. Et nul État n'exclut lui-même pour toujours l'hypothèse de recours un jour à la force armée. Battistella explique plus loin, la sécurité des États-Unis ne peut l'assurer qu'en se fiant à eux-mêmes, étant donné que chaque État, je cite, voit dans tout autre État une menace au moins potentielle. Fin de citation. La politique internationale reprend donc les analyses de Hobbes qui affirment qu'à l'état de nature, les hommes ne vivent sans aucune autre sécurité que celle dont les munissent leurs propres forces ou leur propre ingéniosité. C'est notre hypothèse principale, le corps groupe à sa tête les États-Unis exerce son influence et sa domination sur Haïti parce que les États-Unis craignent pour leur sécurité. Toute évolution d'Haïti non maîtrisée par les États-Unis vers la violence suscite angoisse et crainte du côté de Washington. La proximité géographique des États-Unis avec Haïti, l'impéritie des différents gouvernements, le délit de l'appareil judiciaire, l'inefficacité de l'appareil répressif, la multiplication des gangs armés et des groupes mafieux connus en Haïti et le poids des ambassades occidentales, l'extension de l'économie criminelle constituent des menaces potentielles pour les États-Unis d'Amérique. La recherche de la sécurité, les préoccupations constantes, les États-Unis à se prémunir contre les menaces en Haïti et les États-Unis refusant de vivre dans la peur, pour reprendre l'expression de George Bush dans son discours à Cincinnati le 7 octobre 2002, multiplient des manifestations aussi banales qu'ordinaires pour imprimer leur marque et pour donner une illustration vivante de cette considération que la politique internationale, je cite, est toujours inscrite dans une perspective essentiellement tragique. La guerre se produit alors sous d'autres formes moins visibles, latentes et souterraines. Fin de citation. Il faudrait également ajouter d'autres explications. Il y a bien les mutations de la post-bipolarité, puisque dans un monde sans puissance régnante, sans idéologie dominante, l'attitude des pays dominants à l'endroit d'Haïti a quelque chose d'inédit. Alors que le nouveau monde, qui résultait de l'affrontement Est-Ouest en 1989, marqué par le vol en éclats du rideau de fer, se dessine et rend l'espoir aux partisans du multilatéralisme. Il y a quelques exemples qui soulignent déjà les dégâts causés par l'interventionnisme quand celui-ci n'est pas pensé et quand il s'appuie sur l'arrogance au détriment des peuples. Le
président américain Barack Obama s'est vu réfugié dans sa mollesse dans le cas de la Syrie en août 2013. Après avoir encouragé l'ancien président français François Hollande à se préparer à s'y engager, Obama a reculé. Contrairement à la Libye, où sous les encouragements de ses collègues européens, il s'est attaqué au régime de Kadhafi. Et Obama s'est laissé influencer par ses dirigeants européens. L'interventionnisme ne règle pas tous les problèmes, attention, loin s'en faut. Le président français disparu, Jacques Chirac, a été loué comme le héros du non-interventionnisme en Irak. Et ce fut d'ailleurs l'une des conséquences les plus marquantes de sa politique étrangère. Cette lecture exacte de la crise au Moyen-Orient de l'ancien président français révèle une conception du politique qui tend à disparaître aujourd'hui, du moins aux États-Unis d'Amérique, celle de la prise en compte des peuples considérés comme bénéficiaires de l'intervention. Lorsque celle-ci est animée par des idées insoutenables, difficiles à comprendre, ou lorsque l'intervention est conçue comme une opération qui cache les desseins non avoués, lorsque l'intervention s'appuie sur la satisfaction des intérêts des puissants au détriment des populations locales, elle conduira vers le rejet des populations concernées et se traduira à terme par un modèle d'ordre politique illégitime et contesté. En analysant les positions de ce qu'on appelle le COGOUP en Haïti, il y a lieu de relever 3 interprétations qui renvoient à des sources de conflit. La première interprétation, les membres du COGOUP n'ont aucun mandat défini par une organisation internationale. Dans le monde post-bipolaire, les initiatives des puissants, quoique dotées d'une capacité de contrainte, sont recouvertes d'un sceau de légalité. À ce niveau, l'Organisation des Nations Unies joue le rôle de tampon et de faire valoir. L'ordre international, soulignons-le, est d'inspiration hobbesienne, de Hobbes. Il est régi par la loi, c'est-à-dire il obéit aux règles. Et quand le COGOUP décide d'imposer aux Haïtiens des solutions fallacieuses, il est dans une situation d'illégalité. C'est une autorité de fait qui échappe à tout contrôle de l'ordre international et situe le COGOUP hors la loi, c'est-à-dire en situation de délinquant et de déviant dans l'ordre international. La deuxième interprétation est celle de la doctrine d'Obama. Les interventions opérées dans le désordre et l'anarchie sont imputables aux décideurs qui n'ont pas réfléchi aux conséquences de leurs actes. Le désordre auquel ces puissants participent en Haïti est bien de leur fait, tant ils ont préféré ce que le politologue français Bertrand Badi appelle l'effet d'éclat à l'effet de construction. Dans le cas haïtien, l'effet d'éclat recherché par le COGOUP, c'est le soutien apporté à différents gouvernements, Jovenel Moïse, Martelly, Henry aujourd'hui, comme réponse à ceux qui croient que les États-Unis ne disposeraient guère de moyens de la politique de la canonnière, même au temps du multilatéralisme. Le COGOUP n'est pas partisan de l'effet de construction. Dans le cas haïtien, ses membres auraient pu faciliter un compromis entre l'opposition et Ariel Henry à travers les différents accords. Le COGOUP est partisan de ce fait. Il ne peut arbitrer, il ne peut assurer la médiation entre les acteurs. Et en donnant la priorité à l'effet d'éclat, le COGOUP pêche par excès de confiance et de ce fait recompose l'ordre international dans un cadre étroit, exclusivement réservé à Haïti et constitue un mauvais précédent. Au-delà du sort des Haïtiens réclamant la mise en bas du régime d'Ariel Henry, incarnation du cynisme, de l'indifférence, de l'incompétence, de l'antipatriotisme, c'est bien l'effet de puissance qui est mis en évidence par le COGOUP. Le COGOUP, s'il veut être légitime, s'il veut avoir un brin de crédibilité, devait être neutre, non partisan. Or, les membres de ce club oligarchique sont partisans. Ils ont des positions qui revisitent les références et les thématiques impérialistes. Pour conclure, cette communauté que représente le COGOUP n'est pas morale. Elle observe la réalité politique et économique d'Haïti tissée de misère, de violence, de corruption, de pratiques mafieuses et criminelles. Elle est immorale parce qu'elle ferme les yeux sur les souffrances des Haïtiens, obligés de fuir par centaines de milliers. La puissance est muette, indifférente aux atrocités et à la misère dont souffrent les Haïtiens. Elle est sournoise, discrète et soft. Voilà, cette banalité ignorée par le COGOUP qui salira sa réputation, son prestige et son statut. Merci parce que vous avez abonné à la chaîne.